Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horror Arkham, le JCE. On continue de voir les cartes survivantes de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates, avec aujourd'hui bouclier improvisé, fin de route et exploiter une faiblesse. Alors on commence par bouclier improvisé. C'est un soutien de niveau 0 qui coûte 1. Qui occupe un emplacement de main qui a 3 points de vie, les traits objet, armure et improvisé. Le bouclier improvisé ne peut être joué que depuis votre pile de défausse. Quand le bouclier improvisé est vaincu, mélangez-le dans votre deck au lieu de le défausser. Une nouvelle carte avec le trait improvisé. Ouais. Alors on avait déjà faire avec les moyens du bord, le grand classique. Un événement qu'on peut jouer depuis sa défausse. Si on le joue depuis la défausse, on le remélange dans son deck après l'avoir joué. C'est une action d'enquête, le lieu perd 1 de valeur occulte pour l'enquête, et si on l'a joué depuis la pile de défausse, on peut découvrir un indice supplémentaire en cas de réussite. Ah, je pense avoir mis les autres. Donc, il y a faire avec les moyens du bord, c'est pour l'enquête, arme improvisée, c'est pour le combat, barrière improvisée, c'est pour l'évasion. À chaque fois, il y a un avantage à jouer depuis la défausse. À chaque fois, aucun icône, donc on ne peut pas défausser volontairement la carte. Il faut utiliser un effet de défausse. Bouclier improvisé, c'est pareil, il n'y a pas d'icône. Le moyen de défausse le plus simple, basique, c'est acculer un soutien de niveau 2 qui coûte 2, action rapide. Défaussez une carte de votre main, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test, limite d'une fois par test. Voilà. C'est un peu comme si on transformait chaque carte de sa main en courage inattendu. Et donc ça, par exemple, ça permet de défausser le bouclier improvisé. Vu qu'il faut qu'il soit dans la défausse pour qu'on puisse le jouer. La carte dont je parlais hier, l'idole de Xanatos, réaction, quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, inclinez l'idole de Xanatos et défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main, annulez autant de dégâts et ou horreurs. Voilà. On a le bouclier dans la main, il sert à prévenir un dégât. Alors, niveau, voilà, dégâts. Avant ça, on avait le manteau de cuir, gratuit, occupant un emplacement de corps, 2 points de vie, pas de points de santé mentale. Là, on a une carte qui coûte 1, qui a 3 points de vie, pas de points de santé mentale, qui occupe un emplacement de main. Donc, une ressource de plus pour que ça puisse encaisser un dégât de plus. Et on passe de l'emplacement de corps à l'emplacement de main. Bon, concrètement, emplacement de main, il y a plein de cartes. Il y a notamment la hache d'incendie. Classique hache d'incendie pour le combat. Ou le génial vieux porte-clés, surtout en version de niveau 3. Du coup, le bouclier improvisé... alors, je suis en train de penser à un truc. J'ai pas non plus parlé de l'événement Persévérance qui permet d'annuler jusqu'à 4 dégâts et ou horreurs qui devraient vaincre l'investigateur. Bon, donc bouclier improvisé, ça coûte plus cher pour prévenir plus de dégâts, pour encaisser plus de dégâts. Une fois qu'il est vaincu, on le remélange dans son deck, on pourra le rejouer, ouais, ça occupe un emplacement de main, les emplacements de main, moi je dirais que les emplacements de main et les emplacements d'alliés sont les emplacements de meilleure, de plus grande valeur. Et donc à l'instant je me disais il y a quand même peut-être une exception avec le fou. Quand vous jouez une carte, inclinez le fou, réduisez de 1 le coût de cette carte. Voilà, donc le fou peut permettre de faire passer le coût du bouclier improvisé à 0. Ce qui fait qu'on a le bouclier improvisé gratuit au même coût donc que le manteau de cuir. Sauf que le bouclier improvisé, il faut arriver à le défausser. Donc, mettre acculé dans son deck. Et ensuite, grâce au fou, on peut le jouer gratuitement depuis sa défausse.
et une fois qu'il est vaincu, il est mélangé dans le deck, et ensuite il faudra le récupérer pour que ça soit une solution fiable. Alors que le manteau de cuir, il est vaincu, il part dans la défausse. William Yorick, il le joue depuis la défausse après avoir vaincu un ennemi. Un autre survivant, il réussit une enquête de 2 ou plus, avec récup il le récupère en main, ou carrément il le joue s'il a récup de niveau 2, et voilà. Donc bouclier improvisé, non, c'est pas intéressant je trouve. Carte suivante, fin de route. C'est un événement de niveau 0, qui coûte 0, trait perspicacité et esprit, là encore une fois il n'y a pas d'icône sur la carte, rapide à jouer lors de votre tour uniquement si l'intrigue finale est en jeu. Piochez une carte, gagnez une ressource et gagnez une action supplémentaire. Retirez fin de route de la partie. Alors il y a un truc amusant, dans une critique, je sais plus où c'est marqué, voilà. Quelqu'un qui dit je suppose qu'avec cette carte, c'est maintenant officiel que la quantité de cartes intrigues restantes est une information disponible. Pour autant que je le sache, ce n'était indiqué nulle part dans la règle. Et il indique, voilà, quand il fait des blind runs, donc quand il découvre une campagne, il ne dit pas combien d'intrigues ou d'actes il y a. Alors c'est vrai qu'effectivement, moi, quand je joue un scénario pour la première fois, je joue comme si l'intrigue que j'avais sous les yeux était potentiellement la dernière. Je me dis, faut pas que je compte sur le fait qu'il y ait une intrigue plus tard. Mais à côté de ça, les cartes sont numérotées. Donc, comme au début de la partie, vous avez vu la carte acte 1, et bien sur la carte 1, il y a marqué le numéro du style 5 sur 35. Donc vous savez que la dernière intrigue, c'est la carte qui est un numéro avant. Donc si l'acte 1, c'est la 5e carte, la dernière intrigue, c'est la 4e carte. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est regarder le numéro de l'intrigue en cours, et vous savez si c'est la dernière ou pas. Bon. Voilà. Voilà, petit détail. Sinon, concrètement, cette carte, elle coûte pas de ressources, elle coûte pas d'action, elle permet de piocher une carte, de gagner une ressource, et de gagner une action supplémentaire. Alors, on doit jouer une carte, et on pioche une carte. Les pros du jeu de cartes diraient que c'est un réducteur de taille de deck. C'est-à-dire que vous mettez 30 cartes dans votre deck, et cette carte-là, si vous arrivez à la jouer, bien sûr, elle est remplacée par la carte du dessus de votre pioche. Et à côté de ça, vous avez une ressource et une action. Donc encore une fois, si vous arrivez à jouer fin de route, c'est une ressource et une action qui ne vous ont rien coûté, ça peut pas être mauvais. Retirer la carte de la partie, il vaut mieux, parce que les survivants sont très bons en récursion de cartes depuis la défausse. Bon. Donc si on arrive à la jouer, c'est l'effet est génial. Maintenant, il faut arriver à la jouer. Et si on n'arrive pas à la jouer, on a une carte qui sert absolument à rien, vu qu'elle n'a pas d'icône. Sauf, pareil, c'est marqué là, juste au-dessus de ce que je viens de lire. Wendy, sa réaction, elle révèle un pion KO, elle défausse une carte de sa main, elle annule le pion, elle le remet dans le sac, elle pioche un autre pion. Donc dans un deck Wendy Adams, pire des cas, fin de route, c'est la carte que vous allez défausser pour remplacer un pion. Ashcan Pit, éventuellement, il défausse fin de route pour redresser un soutien qui contrôle, a priori Duke. Voilà. Ah oui, voilà. Pardon, je bug. Éventuellement, donc cette carte-là, on ne peut l'utiliser que qu'à l'intrigue finale. Donc en fin de partie. Et si vous l'avez dans votre main, de départ après le mulligan, c'est une carte morte.
mais si vous avez Wendy, Ashcan ou, évidemment j'en parlais tout à l'heure et j'ai déjà oublié, Cornered, donc acculé, pareil, acculé, vous la défaussez, ça vous fait un +2. Et si vous avez défaussé la carte pour un effet, elle est maintenant dans votre défausse. Dès que l'intrigue finale entre en jeu, dégourdi. Si ce test de compétence est réussi, choisissez dans votre pile de défausse une carte survivant qui ne s'intitule pas dégourdi, ajoutez la carte choisie à votre main. Donc voilà, avec dégourdi, vous pouvez récupérer fin de route, ou avec grappiller des provisions. Choisissez une carte de niveau 0 dans votre pile de défausse, ajoutez la carte choisie à votre main. Et une carte tant que j'y pense, je crois que c'est ressources limitées. Je crois, c'est quelque chose limité, mais j'oublie toujours le nom. Équipement limité, voilà. Équipement limité, quand votre premier tour de la partie débute, défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Donc pareil, si vous mettez équipement limité dans votre deck, il est possible qu'une ou 2 copies de fin de route se retrouvent dans votre défausse. Et si vous avez dégourdi ou grappillé des provisions, vous le récupérez en main une fois l'intrigue finale arrivée. Et j'avais fait, je suis quasiment sûr, je suis pas allé rechercher le lien, j'avais fait une vidéo de combo sur grappiller des provisions et dédoubler. Voilà, dédoubler, après que vous avez joué un événement, incliner dédoubler, jouez de nouveau cet événement comme s'il était dans votre main. Donc par exemple, grappiller des provisions, vous le dédoublez, et vous récupérez vos 2 copies de fin de route, que vous jouez immédiatement, vous piochez 2 cartes, vous gagnez 2 ressources, vous avez 2 actions. Donc concrètement, grappiller des provisions ça vous coûte 1 action et 0 ressources, c'est dédoublé, toujours 0 ressources, vous avez dépensé 1 action, et vous avez pioché 2 cartes, gagner 2 ressources, donc c'est un gain net de 2 ressources, gagner 2 actions, un gain net d'une action, et voilà. Et voilà, donc ça peut se faire dans un deck notamment Preston Fairmont et Jenny Barnes, et je crois que c'est tout. Et si vous le faites dans un deck Preston Fairmont, vous pouvez essayer de combiner ça avec des cartes qui ont un effet en fonction du nombre d'actions. Voilà. Alors, quand est-ce que cette carte a plus de chances de marcher? Si vous avez simplement mis cette carte dans votre deck en vous disant voilà, je prends deux emplacements de cartes dans mon deck, je mets 2 copies de fin de route, et puis on verra si ça sort ou pas. Carcosa, donc dans le premier scénario, l'intrigue 2, ouais c'est ça, intrigue 2. Pour rappel, après que l'émissaire royal est ajouté à la pile de victoire, retirez toutes les fatalités en jeu et réinitialisez le deck intrigue à l'intrigue 1A. Ensuite, placez 3 fatalités sur cette intrigue 1A. Donc quand vous jouez ce scénario, vous avancez dans l'intrigue 1, vous passez à l'intrigue 2, l'émissaire royal est mis en jeu. Une fois qu'il est vaincu, vous repassez à l'intrigue 1, mais à moitié avancé. Une fois que l'intrigue 1 avance, vous êtes de nouveau à l'intrigue 2. Autrement dit, vous pouvez vous retrouver 2, 3, 4 fois à l'intrigue finale. Je sais pas, à la louche, vous faites la moitié, voire les 2/3 de la partie à l'intrigue finale. Autre exemple, deuxième scénario de la civilisation oubliée, l'intrigue finale, seuil de fatalité de 12 plus 1 par investigateur. Bon, même si à l'intrigue 1, les fatalités sur les lieux ne sont pas retirées, donc 12 plus 1 par investigateur, mettons 14 en duo, c'est pas forcément 14 rounds. S'il y a eu plein de fatalités placées sur les lieux, ça peut être, peut-être la moitié si vous avez pas de chance, mais a priori, ça fait quand même beaucoup. Allez, troisième et dernière carte, exploiter une faiblesse. Un événement gratuit,
de niveau... Non, pardon, je m'embrouille parce que je pense à autre chose. Un événement de niveau 0 qui coûte 2, très tactique et ruse, rapide, à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion que vous effectuez, et uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement. Au lieu d'appliquer les effets normaux de ce test, défaussez l'ennemi attaqué ou auquel vous échappez. S'il est élite, échappez-lui automatiquement et infligez-lui 3 dégâts à la place. Hop, une critique assez étoffée. Alors je vous l'indique, mais moi j'ai pas souvenir de l'avoir lu. Donc on a une carte qui a un effet très puissant potentiellement, défausser un ennemi. Voilà, donc vous êtes en train de combattre ou d'essayer d'échapper à un ennemi, ça veut dire qu'il vous gêne. Et cette carte-là vous dit, si vous avez réussi à descendre la difficulté à 0, c'est une réussite automatique et l'ennemi est géré, vu qu'il est défaussé. Ah tiens, j'ai oublié un truc, je suis en train de réaliser. Alors les cartes qui jouent avec la difficulté. Je me suis interrompu, donc toutes les cartes qui ont un lien avec la difficulté des tests. Bien évidemment, dans cette boîte, on a Darrell Simons. En action rapide, lors d'un test, il dépense une preuve d'un soutien qu'il contrôle et diminue de 2 la difficulté du test. Alors, il faut quand même exploiter les faiblesses descendre à 0. Darrell Simons peut descendre de 2. En survivant, on a facilité d'apprentissage. Avant ou pendant votre première action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez augmente de 1. Pendant ou après votre troisième action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez diminue de 1. Si vous en avez 2 exemplaires, c'est plus 2 moins 2. Donc, pour un survivant, à partir de la troisième action du tour, exploiter une faiblesse peut être joué sur un ennemi qui a 2 de valeur de combat de base. Et s'il s'agit de Darrell Simons, et qui peut dépenser une preuve, un ennemi qui a 4 de valeur de combat imprimée. Dans cette boîte, on a discernement, une compétence de niveau 1, un max attribué par test de compétence. On peut l'attribuer à n'importe quel type de test, ça ne donne aucun bonus, mais ça fait diminuer de 2 la valeur du test, la difficulté du test. Voilà. Chez les truands élans, une compétence de niveau 1 avec un icône libre. Si ce test de compétence est réussi, diminuez de X la difficulté du prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase, X étant le nombre de points de réussite, jusqu'à un maximum de 3. Donc, mettons que vous avez à combattre plusieurs ennemis, vous vous donnez un bonus de 1 avec élan pour combattre le premier ennemi, vous vous donnez d'autres bonus, dans l'objectif d'avoir une réussite de 3 sur cet ennemi, et de vaincre l'ennemi par ce test. L'action suivante, vous dites, j'attaque le deuxième ennemi, grâce à élan, la difficulté a été réduite de 3 à 0, et ensuite, quand ça s'appelle déjà exploiter une faiblesse, voilà, je paye 2, l'ennemi est défaussé. Alors s'il est non élite, encore une fois, s'il est élite, on lui échappe automatiquement, ce qui est toujours intéressant, et on lui inflige 3 dégâts. Voilà. Cartographier la zone. Donc il faut réussir une enquête en ajoutant sa volonté ou son agilité. Si on réussit, au lieu de découvrir des indices, on attache cartographier la zone au lieu. On en a une limite de 1 par lieu, et tous les tests ont une difficulté diminuée de 1 dans le lieu. Donc ça se combine avec ce que j'ai cité jusqu'à présent. Alors, la lampe torche... je comprends pas pourquoi ils ont validé cette carte, mais soit, la lampe torche de niveau 3, réaction, quand vous effectuez un test de compétence lorsque vous enquêtez ou tentez de vous échapper, dépensez une provision, diminuez de 2 la difficulté de ce test. Donc lampe torche de niveau 3, c'est une réaction à un test d'enquête ou d'évasion, ça se cumule. Voilà, donc ce que j'ai dit avant, ça se cumule. Vous faites une tentative d'évasion, vous attribuez discernement, ça diminue la difficulté de 2. Alors là, par contre, pour la lampe torche, il faut que ça soit une évasion. Donc,
Vous dites j'essaie d'échapper à l'ennemi, j'attribue discernement, j'utilise l'effet de la lampe torche, la difficulté est diminuée de 4, ça amène la difficulté à 0, allez hop, exploiter une faiblesse, l'ennemi est géré. Pourquoi j'ai le couperet ici? Je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi j'ai le couperet. Je sais pas, c'était peut-être pour dire, pour le cas où on va achever un ennemi. C'est peut-être pour les ennemis élites. Oui, ça doit être ça. Alors, les ennemis élites. Si l'ennemi est élite, il n'est pas complètement géré. On lui échappe automatiquement, et on lui inflige 3 dégâts. Et, ah oui, point important, j'avais un doute, c'est au lieu d'appliquer les effets normaux. C'est au lieu, donc, vous faites une attaque, et vous jouez derrière exploiter une faiblesse, l'attaque n'est pas résolue. Donc ça sert à rien de mettre le paquet. Ça sert à rien de vous dire, je fais une attaque à la tronçonneuse, et j'attribue coup vicieux de niveau 2 parce que il n'y aura pas les effets. Voilà. Par contre, si l'ennemi est non élite, il n'est pas vaincu, on lui échappe automatiquement. Donc déjà, vu qu'on lui a échappé, il est incliné, on n'a pas à s'en soucier tout de suite. Vu qu'il est incliné, il n'y a pas de riposte, et on lui inflige 3 dégâts. Et potentiellement, faut l'achever derrière. Par exemple, le couperet, par exemple le fusil de chasse. Alors, si c'est Rita Yang qui a joué cette carte, en échappant à l'ennemi, elle lui file un 4e dégât, c'est toujours ça de prix. En tout cas, pour un ennemi élite, on fait des dégâts sans test. Alors, il faut réussir à diminuer la valeur du test à 0. Or, encore une fois, si l'ennemi est élite, a priori, il est costaud. Donc il faudra beaucoup réduire la difficulté du test, probablement combiner plusieurs effets, mais s'il est élite, on lui fait 3 dégâts, sans test. Pour Rita Yang, 4 dégâts sans test. Et un cas dans lequel c'est particulièrement intéressant de défausser les ennemis, c'est s'ils ont vengeance. Alors, je comprends pas, là j'ai l'impression qu'il en manque certains. Je comprends pas ce qui est faux dans ma recherche. J'ai l'impression que pour certains, le mot-clé vengeance est dans le texte et pour d'autres c'est à part. Bon, je sais pas. En tout cas, les ennemis qui ont vengeance, des campagnes que j'ai jouées, je n'en ai vu que dans la civilisation oubliée. Un ennemi qui a vengeance, quand il est vaincu, il va dans la pile de victoire. Et il y a des effets qui comptent le nombre de points de vengeance dans la pile de victoire. C'est jamais positif. Donc ces ennemis-là, si on peut les défausser, ça nous arrange. Par exemple, le crotal. Après que l'attaque du crotal vous a infligé au moins 1 dégât, si vous n'êtes pas empoisonné, vous le devenez, vengeance 1. Alors heureusement il n'est pas chasseur, mais on veut pas qu'il nous attaque. Donc on essaie de s'en affranchir. Soit on sort du lieu, mais bon potentiellement on doit rester dans le lieu où on sait qu'on y retournera. Et si on l'achève, il est 3-1-3, c'est pas trop dur, il va dans la pile de victoire et il nous donne un point de vengeance. Avec exploiter une faiblesse, il faut l'attaquer ou essayer de lui échapper et diminuer la difficulté du test de 3. Par exemple, si vous êtes dans un lieu dans lequel vous devez prendre plein d'indices, vous avez mis cartographier la zone pour diminuer la difficulté des enquêtes. Votre survivant, il va dire j'essaie de lui échapper ou j'essaie de l'attaquer, j'attribue discernement, et ben voilà, on est à 0 difficulté, exploiter une faiblesse, le crotal est défaussé et on ne compte pas son point de vengeance. Et encore mieux que ça, évidemment c'est pas celui-là. Comment je suis tombé sur celui-là? Ah oui, je pense pas le dire à chaque fois, mais bon, spoiler quand je parle, voilà, c'est le serpent, je sais pas, vengeur, je sais plus comment il s'appelle en français. 2-2-2,
il a vengeance 0, donc ça ne donne pas de points de vengeance, mais il est chasseur, mais forcé, après que vous en piochez un exemplaire, vous piochez chaque exemplaire qui est dans la pile de victoire. Donc vous piochez le premier. S'il vous gêne, vous le tuez, il part dans la pile de victoire. Vous piochez le deuxième, ça remet en jeu le premier. Je sais pas, mettons que vous avez le lance-flamme, un tir de lance-flamme, les deux sont vaincus. Vous piochez le troisième, le premier et le deuxième reviennent en jeu, total de 6 points de vie, un tir de lance-flamme ne suffit pas, bon ok, une fois que vous avez vaincu les trois sont dans la pile de victoire, et vous n'en piochez plus. Mais, il faut vaincre le premier, puis vaincre le premier, vaincre le deuxième, puis vaincre le premier, le deuxième et le troisième, donc vaincre un total de 6 ennemis de 2-2. Ça fait perdre beaucoup de temps. Alors que avec exploiter une faiblesse, vous en piochez un, vous vous débrouillez pour le défausser avec exploiter une faiblesse, il part dans la défausse, quand vous piochez le deuxième, il n'y en a aucun dans la pile de victoire, vous le vainquez, vous dites peut-être que je piocherai pas le troisième, et si vous piochez pas le troisième, vous avez eu une seule fois à vaincre le serpent, et si vous piochez le troisième, il remet en jeu le deuxième, donc vous aurez eu à... au lieu de faire 6 combats, vous aurez eu à faire sur le premier, le deuxième, le troisième. 4 combats au lieu de 6. 2 actions économisées, voilà. Tout en sachant, encore une fois, que si vous piochez pas le troisième, c'est seulement 2 actions. Sachant aussi que dans ce scénario, alors je sais plus dans quel scénario exact, j'ai pas en tête la liste de tous les scénarios dans lesquels il apparaît, mais dans un de ceux-là, la pile de défausse du deck rencontre est remélangée. Donc voilà, même si vous les avez défaussés, vous pouvez les repiocher. Vous pouvez... faut pas vous dire c'est garanti, je revois plus de serpent. Non, si vous remélangez la défausse et que vous le repiochez, vous le revoyez. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, les 3 dernières cartes de niveau 0. Et ensuite, 4 vidéos sur les cartes de niveau 1 ou plus. Alors comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à cliquer sur le pouce. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.